la une de l'actualité, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé ce lundi soir à briguer un 5e mandat et reporter s'inédit la présidentielle du 18 avril prochain. Alors qu'il faudra attendre mercredi pour connaître les résultats du scrutin législatif de dimanche dernier, les partis en Guinée-Bissau ont commencé ce lundi à afficher leurs ambitions. Et puis, à la demande de l'opposant Juan Guaidó, l'Assemblée nationale dominée par l'opposition a placé ce lundi le Venezuela en état d'alerte. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Enfin, la demande du peuple algérien entendue. Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce lundi renoncer à briguer un 5e mandat. Les précisions. La contestation populaire a payé en Algérie. En plus du report s'inédit de la présidentielle prévue le 18 avril, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, renonce à briguer un 5e mandat, comme l'exige le peuple. Dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS, il précise que la présidentielle aura lieu dans un prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici à fin 2019. Lundi, l'Algérie restait mobilisée au 2e jour d'une grève nationale contre la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, rentré dimanche de 2 semaines d'hospitalisation à Genève pour des examens médicaux. Au lendemain de manifestations dimanche de milliers de lycéens, l'ensemble des barreaux d'Algérie a entamé une grève de 48 heures. Ni le chef de l'État, qui fait face à une contestation d'ampleur inédite depuis qu'il a été élu pour la première fois en 1999, ni son camp ne se sont exprimés depuis son retour en Algérie. Le Conseil constitutionnel doit statuer avant jeudi sur la validité des dossiers de candidature à la présidentielle. Le président français Emmanuel Macron a salué ce mardi à Djibouti la décision du président algérien Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat et a appelé à une transition d'une durée raisonnable. Il a fait cette déclaration au cours d'une conférence de presse avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. En Guinée-Bissau, les partis ont commencé ce lundi à afficher leurs ambitions alors qu'il faudra attendre mercredi pour savoir si le scrutin législatif de dimanche dernier, marqué par une forte participation, permettra de dénouer une crise de plus de 3 ans au sommet de l'État dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Initialement attendue dans les 48 heures, la proclamation par la Commission nationale des élections des résultats du scrutin pour pouvoir les 102 sièges de l'Assemblée nationale à la proportionnelle à 1 tour aura finalement lieu ce mercredi. Ces résultats devant être validés ensuite par la Cour suprême. Nous appelons la communauté internationale et les médias en général à s'abstenir de diffuser des informations liées aux résultats. La seule structure habilitée à le faire est la Commission nationale des élections, a déclaré ce lundi Félix Bertha Vaz Moura, une responsable de la commission. Tandis que le pays attend toujours les résultats, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert affirme que, selon son décompte, le parti est confortable, mais ne prétend pas ouvertement avoir remporté les élections législatives. Nous sommes confortables avec les résultats qu'on a maintenant. Et ça nous laisse un peu confortable par rapport à ça. Le plus important maintenant, c'est d'attendre, c'est d'avoir la patience et d'attendre que la commission électorale annonce les résultats finaux. En ce qui le concerne, le parti MADEM G15 a annoncé être ouvert à une coalition. Le peuple peut nous donner 49, je ne sais pas combien. Si on n'a pas les 51, donc tu ne peux pas. Il faut une coalition. Mais ça dépend aussi des autres formations politiques. Le siège de la Commission nationale des élections dans la capitale était ce lundi sous la surveillance de l'ECOMIB, la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, déployée depuis 2012 en Guinée-Bissau pour y sécuriser la transition politique après le dernier putsch qui avait interrompu la présidentielle cette année-là.
Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission d'observation électorale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Guinée-Bissau, a salué le comportement exemplaire des partis politiques et candidats. On le suit. Les partis politiques et les candidats se sont comportés d'une manière exemplaire, respectant ainsi les textes et lois régissant les élections, ainsi que le code de bonne conduite et d'éthique adopté par eux le 14 février 2019. Le chef de mission, après avoir recueilli les préoccupations des partis politiques en lice, a lancé un appel aux acteurs politiques à maintenir un environnement apaisé durant tout le processus électoral. Il a par ailleurs exhorté les Bissau-Guinéens à sortir massivement pour exercer leur droit de vote dans le calme et la sérénité. La mission saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les Bissau-Guinéens à œuvrer inlassablement pour la consolidation de la paix, la cohésion nationale et la poursuite du dialogue inclusif afin de préserver l'intérêt général. Nomination de quelques 110 conseils à la présidence par Félix Tshisekedi. Mais jusque-là, toujours pas de Premier ministre. Un choix qui dépend d'un accord passé avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Au total, 80 conseillers au cabinet du président de la République démocratique du Congo ont été nommés dans 16 collèges, à raison de 5 par collège. Cette nomination récompense des fidèles du parti de Félix Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ou de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, chef de l'Union pour la nation congolaise. Déjà la semaine dernière, le président Tshisekedi avait composé son cabinet comprenant une trentaine de membres. Plusieurs internautes ont accusé Tshisekedi de privilégier des membres de sa communauté Luba. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a dénoncé un cabinet scandaleusement pléthorique, budgétivore et d'une dizaine seulement de femmes, environ 17%. Le nouveau président n'a toujours pas nommé de Premier ministre depuis son investiture le 24 janvier. En effet, sa coalition CAP pour le changement doit former une coalition gouvernementale avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui a gardé une large majorité absolue à l'Assemblée nationale. Martin Fayulu accuse toujours les deux hommes d'avoir organisé un putsch électoral et revendique la victoire avec 61% des voix. On reste en République démocratique du Congo où la lutte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit. 3 jeunes ingénieurs tentent de lancer un robinet à déclenchement automatique pour éviter la propagation du virus. Quelques-uns des innovateurs expliquent. Nous aurions voulu accompagner l'équipe de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. C'est de cette façon que nous avons commencé à imaginer et à monter, à concevoir ce lavabo automatique. Nous, de notre côté, nous aurions voulu les accompagner au contraire et non pas s'attaquer à des équipes qui peuvent nous aider à éradiquer effectivement cette épidémie à travers la région. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup voir nos frères faire un exploit pour essayer d'aider la riposte dans ces fléaux qui frappent la population. C'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment quelque chose à encourager. Au Venezuela, le Parlement dominé par l'opposition a décrété l'état d'alerte après 4 jours de panne d'électricité, et ce, à la demande de Juan Guaidó, président par intérim autoproclamé. L'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, a placé ce lundi le Venezuela en état d'alerte. Le décret soumis au Parlement par Juan Guaidó stipule que l'état d'alerte est décrété sur tout le territoire national en raison de la situation calamiteuse dans le pays due à l'interruption du service de distribution de l'électricité. Le président par intérim autoproclamé fait également appel à la coopération internationale pour sortir le pays de l'ornière. Devant les députés réunis en session extraordinaire ce lundi, l'opposant Juan Guaidó a de nouveau appelé la population à manifester ce mardi dans tout le pays et à Caracas. En retour, le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé la population à la résistance active contre les attaques fomentées selon lui par les États-Unis contre le système électrique du pays afin de préparer une intervention militaire.
Malgré le retour progressif du courant dans plusieurs quartiers de Caracas, la situation reste chaotique pour la population. Se procurer de l'eau et de la nourriture à un prix abordable devient un véritable enjeu plus de 4 jours après le déclenchement de la pire panne qu'ait connue le pays. Et le moindre bloc de glace se négocie comme tout le reste en dollars, jusque dans les moindres recoins du pays. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Les destinations du jour sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Sénégal et le Togo. Et parlant justement de l'actualité togolaise, voyage du chef de l'État aux Émirats Arabes Unis, TM Togo Matin nous apprend que le pays décroche un financement de 15 millions de dollars US pour exécuter son plan national de développement. On reste avec TM Togo Matin qui nous fait également le point de l'actualité en Algérie en nous informant que Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat et démet le Premier ministre de ses fonctions. Direction le Mali, le journal Le Républicain annonce une nouvelle paralysie de 15 jours dans l'école malienne. On reste avec Le Républicain qui nous fait aussi le point des revendications du syndicat de la police. Migration, insécurité, chômage des jeunes, le coût de la fragilité du Mali, à lire en titre de Mali Tribune. Cap sur la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin nous informe de la nomination de Cissé Bakongo comme nouveau ministre auprès du président chargé des affaires politiques. Réforme de la CEI, le point des propositions de 24 partis de l'opposition à lire dans le journal Le Sursaut. Production cotonnière au Burkina Faso, les acteurs du secteur font le diagnostic des contre-performances, écrit en manchette l'Express du Faso. Le point de l'actualité au Sénégal à présent, litige foncier, le maire de Mbour traîné en justice, écrit en titre l'As qui nous informe également de malaise dans la police. Recomposition du champ politique après la présidentielle, l'opposition à la merci de Macky, écrit en manchette Sud Quotidien. Balance commerciale, le Soleil nous fait savoir que le déficit commercial a été réduit de 66,8 milliards de francs CFA en janvier. Puis couplage des élections locales et législatives en décembre 2019 au Sénégal, un couteau à double tranchant prévient enquête à la une ce jour. Dernière escale de cette revue de presse, le Cameroun où le journal Le Jour souligne l'existence d'un malaise dans les universités d'État. On reste avec Le Jour qui nous apprend également que Maurice Kamto et ses alliés ont fait une déclaration à Kondengui. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 12 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie.